Salut Bruno, comment tu vas? Salut François, ça va et toi? Très bien, je suis très heureux de t'avoir dans le podcast. Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire. Exactement. L'idée vraiment de cet échange, c'est de parler de ton parcours, de voir comment t'es arrivé à créer X. Et puis après, évidemment, on parlera un peu business, un peu inspiration, un peu rencontre. Enfin voilà, je vais te guider tout au long de cet échange, donc ça va être plutôt cool. Et du coup, je commence toujours mes podcasts sur le parcours. Et ma première question, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi? Alors écoute, moi j'ai grandi dans un environnement assez classique, vu d'où je viens. Mes parents sont émigrés du Sénégal, donc ils sont arrivés dans un quartier dans les années 90, au début des années 90. Et du coup, j'ai grandi dans un milieu très populaire, très modeste, ouvrier. Et à la maison, on était 8, parce que j'ai 4 frères et une sœur. Donc ça, c'était le côté un peu plus sympa, parce que même si la réalité, elle n'était pas toujours sympa, quand on allait dehors, on ne voyait pas toujours des scènes, on va dire, des super scènes. À la maison, quoi. Ouais, à la maison, c'était plutôt sympa. Donc j'ai pas trop d'écart avec mes frères, donc on était tout le temps ensemble, on faisait du sport ensemble, on jouait à la console ensemble, on faisait nos devoirs ensemble, donc on a grandi, on a manqué de rien. Quand je dis on a manqué de rien, c'est qu'on avait le minimum et on était content avec ça. Et après c'était plutôt la chaleur humaine qu'il y avait à la maison, donc voilà, avec des parents très à cheval sur l'éducation et le respect. Donc voilà, j'ai grandi dans cet environnement-là. Ouais, t'es né au Portugal et t'as grandi à Mantes-la-Jolie. Exactement. Alors mes parents, avant d'arriver en France, ils ont passé quelques années au Portugal. Donc ils en ont profité pour faire un enfant. Enfin, faire 3 enfants, parce que il y a 2 de mes frères qui sont nés là-bas aussi. Et du coup, ils sont partis en France et moi j'avais... j'étais tout petit, quoi. Donc, j'avais, je sais pas, 2-3 ans. Et donc, on est arrivé à Mantes-la-Jolie, qui était à l'époque la plus grande cité d'Europe. Et voilà, c'était... À quel moment est-ce que tu t'intéresses au basket? Je sais que tu as un parcours de basketteur. Alors, je sais pas comment c'est venu, parce que là où j'ai grandi, les gens, ils étaient plus foot. Mais je crois que j'ai toujours un truc où je voulais être un peu... Non, je pense que c'était plus être différent, je pense. Ouais. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais pas forcément le plus grand. Okay. Mais je sais pas, tous mes frères ont fait du foot et moi j'ai voulu faire du basket. Et du coup, j'ai commencé à l'âge de 6-7 ans. Et du coup, j'ai toujours... J'ai continué. Ça t'a amené jusqu'à un centre de formation de basket. Exactement. Est-ce que tu peux me raconter un peu cette aventure? Quand on grandit dans un quartier populaire, nous, les images de réussite qu'on a, c'est souvent les sportifs. Les sports, le rap, et exceptionnellement, tu vois, de l'entrepreneuriat, mais c'est des petits commerces, etc. Et en gros, je pense que quand on est jeune, on essaie de se projeter, on se projette dans les gens qui nous ressemblent et avec lesquels on peut connecter. Et moi, mes idoles, c'était Michael Jordan, LeBron James, qui sont aussi des entrepreneurs. qui sont devenus entrepreneurs. Donc c'est ça un peu. Même si j'avais des bons résultats à l'école, je voulais devenir sportif, donc je me suis, entre guillemets, donné les moyens. Je me souviens, un jour, jouer dans le club local et je dis à mon père, ils sont pas assez bons, faut que tu me changes de club, j'ai envie de jouer contre des mecs plus forts. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a repéré et qui m'a dit, voilà, je pense que tu as les bons attributs pour potentiellement te développer à un plus haut niveau au basket. Et c'est là où je suis entré en formation, on va dire élite. Qu'est-ce que tu retiens justement de ce moment dans ce centre de formation? Alors, ce qui est sympa quand tu rentres dans un centre de formation, moi je suis allé à Roanne, dans la Loire, c'est que déjà tu côtoies d'autres personnes qui ont les mêmes rêves que toi, qui ont potentiellement la même éthique de travail que toi, et surtout tu joues contre
les meilleurs de France. Donc, les meilleurs de France sont partout en France. Donc, moi, entrer en centre de formation, c'était aussi faire le Tour de France. Parce que, comme quand j'ai grandi dans un milieu modeste, nous, les vacances, c'était aller à 20 minutes de chez nous, chez notre cousin. On restait là-bas tout l'été. Et là, en fait, le fait de pouvoir aller jouer à Strasbourg, à Lyon, à Cholet, à Pau, c'était découvrir la France en long et en large. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit et ça m'a permis de comprendre aussi que déjà de la France, c'était pas que mon quartier. Ensuite, c'était pas que Paris et que la province, elle était aussi diverse, quoi. Enfin, quand on dit un provincial, c'est pas un Lyonnais et un Alsacien et un Béarnais, rien à voir en fait. Ouais. Donc, quand on est on grandit dans un environnement un peu, on va dire un peu fermé, on peut avoir des idées reçues. Et en tout cas, moi, ça m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux, d'ouvrir mon esprit, et aussi d'avoir plein de valeurs liées au sport, comme se challenger, ne pas avoir peur, l'esprit d'équipe, se dépasser. La détermination. La détermination. Franchement, c'était vraiment bien pour ça. Ouais. Comment ça se termine ? Alors, ça se termine quand on arrive vers 18-19 ans, généralement, qu'on est en centre de formation, peu importe le sport, on doit pouvoir prétendre à l'équipe première ou à l'équipe pro. Et aujourd'hui, j'étais pas en position de prétendre à ça, tout simplement parce que il y a 10 gamins en centre de formation et il y a 1 ou 2 places. Donc on peut pas prendre tout le monde. Et surtout après, quand on n'intègre pas l'équipe première de son centre de formation, aller essayer d'intégrer l'équipe première d'un autre centre, c'est compliqué parce qu'il y a déjà des gamins là-bas. Donc c'est un concours de circonstances, c'est tes performances en premier, c'est les gens qui t'ont suivi, c'est potentiellement un agent, c'est la famille qui est derrière toi, c'est aussi rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Donc moi j'avais pas coché toutes ces cases-là, et comme j'étais pas mauvais à l'école, je me suis dit écoute Bruno, faire des études supérieures, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Et je me suis dit, au pire, je continuerai à jouer au basket à côté et on verra où ça va me mener, quoi. Parce que j'avais aussi le modèle, moi, américain, où les mecs, quand ils rentrent dans le vif du sujet, ils le font à l'université et en même temps, ils ont des cours. C'est ce qu'on appelle des athlètes étudiants. Et en gros, ils allient les deux, quoi. Donc, pour moi, comme j'étais beaucoup dans la philosophie américaine, je me suis dit que... on verra. Je vais essayer de trouver un parcours scolaire en études supérieures, et après, si je peux continuer à jouer au basket, je le ferai. Et puis, c'est comme ça qu'on va dire, j'ai un peu fait basculer le poids plus sur, on va dire, les études que le sport. Ouais. Ensuite, tu vas à l'ESSEC, donc qui n'est pas à n'importe quelle école. Comment ça se passe justement, ce changement de background, on va dire? Ouais. Alors, moi, je pense que, on va dire, mon parcours, il est ponctué de moments un peu forts. Entre le moment où on arrive en France, le moment où je me mets à jouer au basket, le moment où je pars en centre de formation. Là, il y a un moment un peu fort quand je fais cette transition-là, c'est que je regarde un reportage sur France Télévisions qui s'appelle « L'enfance est un destin ». Et c'est... un peu le retraçage de la vie de Bernard Arnault. Okay. Donc, moi, à l'époque, les grands patrons, les grandes entreprises, on connaît les grandes entreprises par rapport aux marques, mais on ne connaît pas les grandes entreprises potentiellement par rapport à leurs dirigeants, par rapport même à leurs produits ou leurs services. Et pour moi, les grands patrons, c'était très abstrait. Et quand j'ai vu ce reportage-là, ce qui était vraiment inspirant, c'est qu'en fait, il reprenait depuis son enfance. Ouais. C'est-à-dire que c'est un reportage où il retournait dans sa région natale, qui était Roubaix, qui n'est pas la région la plus glamour de France, même si, parce que c'est une région très industrielle, etc. Et il montre la maison familiale, celle de ses grands-parents, il montre la première entreprise de son père, les bureaux, etc.
il monte son école, son collège ou son école primaire, je sais plus. Et en fait, quand on voit que cet homme-là, c'est devenu le patron français le plus en vue, l'un des hommes les plus riches de la planète, qui fait rayonner le luxe français, je me suis dit, en fait, c'était pas dit. Alors, il partait quand même d'un environnement favorisé, parce que comparé à mes parents, lui, ses parents étaient entrepreneurs, et il pouvait l'accompagner, on va dire, plus facilement que moi, que mes parents l'ont fait pour moi, dans les études, etc. Mais on a d'autres exemples, par exemple Arnaud Lagardère, j'espère qu'il n'écoutera pas le podcast, qui, en fait, a lui aussi fils d'un entrepreneur. Mais quand on voit les trajectoires aujourd'hui, y en a un qui était à Neuilly ou dans le 7e, et l'autre qui vient de Roubaix, et en fait les trajectoires c'est pas du tout les mêmes, donc c'est pas parce qu'on vient d'un milieu favorisé non plus qu'on arrive à tenir la cadence. Exactement, ça veut rien dire. Donc j'étais vraiment inspiré par ça, et en fait quand j'ai vu ce truc là, c'est comme quand je regardais les cassettes de 98 des Chicago Bulls et de Michael Jordan, et j'ai vraiment eu une inspiration. Je me suis dit, moi aussi j'ai envie de faire des super études, moi aussi j'ai envie de potentiellement un jour être un super entrepreneur. Et à partir de là, je me suis dit, si j'ai envie d'être dans cette dynamique-là, il faut que je fasse une super école. Donc, j'ai regardé là où je pouvais aller, j'ai ciblé l'ESSEC, et on va dire, c'est là où toutes les qualités que j'ai appris dans le sport m'ont servi, parce que je me suis donné un objectif et je me suis dit, je peux pas ne pas l'atteindre. Donc, c'est vraiment ça qui a été le déclic, quoi. Exactement. Et du coup, après, j'ai intégré l'ESSEC, alors qu'il y a des gens que je connaissais qui me disaient, mais t'es sérieux, tu penses que tu vas rentrer à l'ESSEC, voilà quoi. Donc moi, une fois que je suis rentré dedans, je me suis dit qu'en fait j'avais ma place. J'étais pas en mode j'ai trop de la chance. Je me suis dit je me suis donné les moyens, et je pense que c'est aussi pareil les qualités que j'ai pu avoir dans le sport, où quand tu franchis une étape, tu regardes l'étape d'après, t'es pas là en train de contempler le truc comme si tu vois tu gardes le cap, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, tu restes combien de temps à l'ESSEC? 3 ans? Tu fais un bachelor? C'est ça. Et du coup, je le fais aussi en alternance. Ouais. Donc l'alternance à l'ESSEC, il y a aussi un mode où c'est pas le mode classique 2 jours, 3 jours, ou 1 semaine, 2 semaines. C'est vraiment, tu fais 6 mois en cours, 6 mois en entreprise, 6 mois en cours, 6 mois en entreprise. Okay. Donc c'est beaucoup plus simple de pouvoir s'intégrer et s'immerger dans une entreprise, et c'est beaucoup plus simple aussi de pouvoir suivre les cours. Et ce qui était bien, c'est que ça te permet aussi de faire un échange universitaire, et c'est là où j'ai choisi d'aller en Chine. Pareil. Tu as fait 1 an en Chine dans un échange universitaire. C'est ça. Qu'est-ce que tu retiens de cet échange universitaire dans un pays qui a une culture complètement différente de la nôtre, tu vois? Alors ce qui est dingue, c'est que j'avais le choix entre plusieurs écoles. Donc il y avait un campus aux US, et il y avait d'autres destinations. Et logiquement, quelqu'un qui a joué au basket, qui est fan de NBA, qui avait potentiellement envie demain aller sur un campus d'une fac américaine, ça aurait été le rêve. Mais je me suis dit, écoute Bruno, est-ce que un jour tu auras l'opportunité de passer autant de temps, par exemple en Chine? Parce que les États-Unis, tu vas y aller. Tu y es déjà allé, et peut-être qu'un jour tu y resteras plus longtemps. C'est plus simple, c'est plus naturel. Mais la Chine, non. Et là, c'est pareil, c'est sortir de sa zone de confort et de se dire, c'est pas parce que j'aime les États-Unis et la mentalité que je vais forcément y aller. Donc c'est se challenger et se dire j'aime bien, mais il y a aussi une autre face du monde à explorer, et c'est là où j'ai choisi d'aller là-bas. Et quand je suis arrivé là-bas, c'était le choc, parce que le choc culturel, tu peux l'anticiper en disant les Chinois, on a nous nos a priori, etc. Il y a toujours un quartier un peu asiatique dans les grandes villes, donc tu te dis, etc. Mais au final, quand tu atterris, c'est rien à voir. C'est-à-dire le choc culturel, il est tellement fort, l'atmosphère, etc. Donc c'était vraiment particulier. Et l'anecdote un peu marrante, c'était comme au début, je suis arrivé en plein été. Je me baladais avant de commencer les cours, et j'étais souvent en t-shirt, short, Jordan au pied, et les mecs, quand ils me croisaient dans la rue, ils me disaient LeBron James. En mode
Bon, je pense qu'il savait que c'était pas LeBron James. Il fait quand même, il est beaucoup plus costaud que moi. Mais je pense que il se disait, ouais, t'es un basketteur, quoi. Ouais. Tu vois. Et ouais, quand tu fais 2 mètres, que t'es noir, que t'es dans un autre pays et que t'es un peu habillé en mode casual, bah pour eux, t'es forcément un basketteur. Donc, et ça, tu vois, peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard dans une partie un peu plus les valeurs et ce qu'on a en intérieur, mais tu vois, aussi faire de l'entrepreneuriat, c'est une manière aussi de casser les codes et de dire bah ouais, je peux être grand, être noir, mais en fait je peux être chef d'entreprise dans un domaine potentiellement où on n'a pas l'habitude de voir ce type de profil et du coup ouais, ça, en tout cas toutes ces expériences là, elles m'ont appris à relativiser de 1 et à me forger aussi cette conviction que même si j'ai choisi quelque chose dont on avait l'impression qu'il était beaucoup plus adapté à moi, le basket au début, quand j'ai voulu changer, il ne faut pas que les gens m'attachent à ça et que je puisse aussi me libérer de ça et que je fasse ma carrière dans ce que je veux, quoi. Donc c'est intéressant ce que tu dis et justement je pense que l'importance de l'entrepreneuriat justement c'est que déjà n'importe qui peut entreprendre. Exactement. Et peu importe sa taille, ses origines, enfin c'est la force et la puissance de l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est en fait, l'entrepreneuriat peut élever n'importe qui au sommet. Exactement. Et plus on a des difficultés, parce que, comme je disais, on ne part pas forcément avec les mêmes chances, mais plus c'est dur, plus, en fait, il faut s'accrocher et plus ça permet de s'élever, quoi. En fait, une réussite qui part de tout en bas, elle est beaucoup plus symbolique, beaucoup plus plébiscitée, beaucoup plus inspirante que quelqu'un qui close un gap, en fait. Donc ouais, il faut que les gens entreprennent et qu'on voilà, moi j'espère qu'il y a plein d'autres gamins qui ont regardé des reportages comme moi j'ai pu les regarder et qui un jour qui vont s'inspirer, ouais. Voilà, qui vont s'inspirer de ça. Ouais. À quel moment est-ce que tu te lances dans l'entrepreneuriat justement, où tu te dis ok, là j'ai envie de lancer mon business? Je sais que ça commence pas par X, mais par une autre aventure. Est-ce que tu peux m'en parler? Ouais. Alors quand j'arrive à Shanghai, justement, il y a une émulation qui se crée. C'est-à-dire que j'étais déjà allé à New York, mais c'est vrai que Shanghai, c'est beaucoup plus impressionnant. D'une autre manière, parce que New York, c'est les gratte-ciels, etc. Mais à Shanghai, il y a les gratte-ciels, mais il y a aussi une manière de vivre. Il y a dans comment ils envisagent certains services qui disent que c'est un peu le futur, quoi. Et parce que nous, on n'a pas forcément ça, tu vois, en Europe ou à Paris ou en France. Et du coup, quand j'arrive là-bas, j'ai l'impression que ça me gratte, quoi. Genre, je vois les trucs, j'ai plein d'idées, etc. On est en quelle année? C'était en 2012. 2012. On est en 2012, donc ça fait 10 ans maintenant. Ouais. Et du coup, l'une des choses qui m'a vraiment choqué quand j'étais en Chine, c'était la pollution. Mais c'était incroyable. C'est-à-dire que quand il était 11h du matin, tu as l'impression qu'il était 11h du soir. Au début, tu crois que c'est un brouillard, mais en fait, le brouillard, c'est un nuage de pollution qui ne bouge pas. Et la première fois où j'ai vraiment vu le soleil, c'est quand je suis allé à Pékin et que j'ai pris le bus pour aller visiter la muraille de Chine. Et là, je me suis rendu compte que y avait du soleil en Chine, quoi. Donc, c'était tellement choquant que quand je suis rentré, je me suis dit, il faut que je fasse un truc. J'ai fait des recherches, j'ai regardé quels étaient les premiers facteurs de pollution dans le monde. Et à un moment donné, je tombe sur les voitures. Et je me dis, bon, les voitures, c'est peut-être un truc que je peux faire. Parce que bon, je suis pas j'aime bien les voitures, mais je ne suis pas non plus un malade mental des voitures. Et je me dis, bon, je réfléchis à une idée, à un service qui pourrait être associé à ça. Et là, je me dis, bon, je vais louer des voitures électriques. Donc, on est en 2012-2013. Et c'est assez précurseur. Ouais. Parce que les voitures électriques, en 2012, il y en a beaucoup moins qu'aujourd'hui, quoi. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de modèles. Hein. Il y avait la Tesla Model S qui venait d'arriver sur Paris. Il y avait la Smart électrique. Il y avait la Nissan Leaf. Après, il y avait plein de modèles hybrides. Donc, un moteur thermique, mais appuyé d'un moteur électrique.
Et là, je me dis, bon, il faut que je lance un truc. Et en fait, je le voyais plus comme un mouvement que simplement un projet entrepreneurial. Je me suis dit, c'est aussi une question d'état d'esprit. Il faut que les gens, ils arrivent à se dire que on peut tous être un peu acteurs de la transition, en fait. Qu'aujourd'hui, tout le monde parle de transition écologique, mais on peut tous être acteurs de cette transition-là. Et en fait, il suffit juste de regarder. Il y a déjà des solutions et comment on peut les démocratiser. Et du coup, quand tu as 22, 23 ans, que tu es un peu naïf et que tu es plein d'énergie comme ça, moi, j'allais voir tout le monde. Je disais, voilà, il faut absolument qu'on lance que vous louiez des voitures électriques, etc., etc. Et là, en 2014, il y a un nuage de pollution à Paris et la circulation alternée. Alors, vrai, il y a plein de gens qui voient ça comme une aberration. Alors, comment ça, aux portes de Paris, on va laisser rentrer que les plaques paires ou les plaques impaires? Et là, je dis à tout le monde, je vous l'avais dit, la pollution arrive sur Paris. J'ai eu une vision quand j'étais en Chine. Ça pouvait arriver en Europe, etc., etc. Mais c'était dingue, tu vois. Et ce que je trouvais un peu dommage, c'était quand il y a eu les nuages de pollution à Paris, on interviewait Frédéric Mazella. Alors, je dis pas que c'était inutile, mais c'était Blablacar. Et Blablacar, en fait... Ça reste des voitures. Ça reste des voitures, mais surtout, c'est pour des longs trajets. C'est pas la pollution en ville, Blablacar. On prend pas un Blablacar pour faire porte-maillot aux nations, quoi. Tu vois, genre, on prend... Donc, je trouvais que c'était... Mais il fallait bien trouver un entrepreneur qui voilà, et lui, il a saisi l'opportunité, et je pense que ça a fait partie des moments où... En fait, on l'a associé à certaines problématiques qui sont devenues hyper fortes aujourd'hui, l'écologie, etc. Il est devenu chroniqueur maintenant. Et voilà. Et du coup, maintenant, en fait, il a surfé sur cette vague-là et c'est devenu... Blablacar, c'est devenu le succès énorme qu'on connaît aujourd'hui. Mais moi, j'étais un peu frustré parce que je me suis dit, bon, il y a d'autres entrepreneurs qui ont des solutions qui sont peut-être un peu plus pertinentes et on n'est pas interrogé, quoi. Donc, j'ai essayé de toquer à toutes les portes et à un moment donné, j'ai une possibilité de faire une interview sur BFM Business. Et là, je pense que ça n'a pas eu un retentissement national, mais en tout cas, ça a été beaucoup relayé par les gens de mon réseau. Et du coup, ça m'a un peu installé comme le gars qui essaye de faire la boîte un peu du futur, quoi. Et j'ai plein d'anecdotes par rapport à ça, parce que c'est pareil, à ce moment-là, je rencontre les fondateurs de Marcel Cab, qui, eux, sont hostés par un ami qui a une boîte de mototaxi. Et moi, je leur explique que je ne veux pas faire du véhicule thermique, je veux faire du véhicule électrique. Il me dit, mais pourquoi tu veux faire ça? Je dis, mais je pense que c'est l'avenir et tout. Et quand je vois 3-4 ans plus tard qu'ils se font racheter par Renault pour faire le service en voiture 100% électrique, je me dis, bon, ils ont peut-être eu l'inspiration quelque part. Ils l'ont jamais dit, mais peut-être qu'ils ne se souviendront même pas du rendez-vous. Mais en tout cas, moi, je me rappelle très, très bien. Et je me rappelle pourquoi je leur ai dit que j'étais parti sur l'électrique. Donc, au final, eux, ça leur a permis de vendre leur boîte et de faire en sorte que Marcel, aujourd'hui, soit le référent sur le secteur. Ta première boîte, elle s'appelle Green Luxcar. Et donc, ce que tu faisais, c'était tu proposais des services de taxi green, en fait. C'est ça. Donc, il y avait le service de location. Donc, on pouvait louer une voiture comme quand on va chez un loueur classique. Et on pouvait aussi avoir un véhicule électrique avec un chauffeur. Parce que, en fait, la problématique a été hyper simple. On avait des voitures, on n'avait pas beaucoup de demandes et on s'est dit comment on peut faire un autre service qui peut exploiter ces voitures-là. Et là, en plus, on s'adressait aussi à des professionnels, notamment à des grandes boîtes de luxe qui veulent faire des événements et montrer qu'elles transportent leurs clients ou leurs invités en Tesla. Donc ça marchait plutôt bien. Les conciergeries, etc. Et du coup, à un moment donné, je me dis, bon... on avance, mais je suis pas en train de faire la boîte je suis pas en train de devenir Bernard Arnault, là. Ça va lentement, quoi. Et du coup, dans mon élan, on va dire, un peu de vouloir toujours un peu explorer le monde, je me dis, je vais partir aux US. Alors là, je fais un espèce de... Tu pars où? À San Francisco. Donc je fais une présentation, je l'envoie à tous mes contacts et je dis voilà, je cherche des investisseurs pour lancer la boîte aux US. Et là, j'arrive à avoir un peu d'argent, de gens, d'amis, de connaissances professionnelles, etc.
Et du coup, avec cet argent-là, je pars aux US, à San Francisco, pour m'installer là-bas et en fait promouvoir, on va dire, l'application qu'on avait développée, qui permettait justement d'agréger plusieurs services de location de voiture, transport de personnes, conciergerie, etc. Et je sais pas, enfin, c'est toujours pareil, hein. J'ai pas envie de faire le gars qui était hyper précurseur. Mais si tu prends l'application d'Uber aujourd'hui ou des autres, bah en gros, c'est une application multiservice, c'est une super app. Et si je vous montre des screenshots de l'application qu'on avait, c'était ça il y a 6 ans, quoi. Donc après, il y a l'exécution, il y a plein de trucs. Et là, il ne faut pas se mentir, je n'avais pas forcément les capacités d'exécuter comme les fondateurs d'Uber ou même peut-être les fondateurs de Marcel. Mais je pense que j'avais des idées qui ont été suivies après par d'autres. Et du coup, quand j'arrive là-bas, je dis voilà, mon but c'est d'agréger plein de villes aux US et répertorier des véhicules électriques qui sont détenus soit par des agences de location, soit des concessions, soit etc. Et de leur dire, voilà, vous pouvez avoir accès à ces services à travers notre application. Et quand je suis là-bas, je rencontre pas mal de gens. Je me prends une claque aussi entrepreneuriale, hein. L'écosystème tech de San Francisco en 2016 et l'écosystème tech en France en 2016, c'était pas du tout la même chose. Il n'y avait pas la Startup Nation, il n'y avait pas Station F, il n'y avait pas tous les fonds d'investissement, c'était une autre époque. Alors qu'aux États-Unis, ils étaient déjà dans on lève 100 millions, on revend nos boîtes 1 milliard, tu vois. Et du coup, tu arrives là-bas et tu rencontres des entrepreneurs hyper jeunes qui ont déjà vendu leur boîte 3 fois. Et tu te dis, en gros, il y a un monde, quoi. Solide. Ouais, solide. Et du coup, je me dis, comment je peux faire pour en tirer un maximum ? Clairement, sur la partie concept, il y a déjà des choses qui sont présentes sur place. Et surtout, les mecs, ils nous disent, tu sais, nous, Bruno, dans la Silicon Valley, on est des précurseurs. Et nous, en fait, on ne voit pas le futur de la mobilité à travers le véhicule électrique. On voit le futur de la mobilité à travers le véhicule autonome. Et là, c'est pas que je connaissais pas, mais je me dis, mais bien sûr. En fait, le véhicule, elle me dit, bah oui, le véhicule électrique, il répond à une problématique, la pollution. Mais quid des autres externalités négatives de la voiture ? Les embouteillages, les accidents, le parking, bref, plein de trucs, l'assurance. Tu payes une assurance, tu vas peut-être jamais avoir de sinistre. Tu payes une place de parking et ta voiture, tu roules que 5% du temps avec. Bref, il y a plein de problèmes. Et la promesse du véhicule autonome, c'était ça. C'était de dire, si on remplace le chauffeur par une intelligence artificielle, il n'y a plus d'embouteillage, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle va calculer le meilleur trajet et du coup, elle va éviter que les gens prennent des trajets dont juste ils ont l'habitude de prendre. Ça va fluidifier le trafic. Il n'y aura pas d'accident parce que l'intelligence artificielle pourra faire de la prédiction, etc. Il n'y aura pas on sera plus propriétaire des véhicules, donc ce sera partagé. Et du coup, les véhicules pourront tourner tout le temps. Donc tout ce qui est assurance, parking, etc., ce sera plus une problématique. Donc du coup, c'est le véhicule autonome, quoi. Sauf que moi, je suis pas un tech, j'ai un background business, et je me dis ça m'intéresse beaucoup, mais comment je vais faire pour exécuter, quoi. Ouais, surtout pour transitionner d'une boîte où je fais des services à une boîte qui va faire de la tech. Et là, du coup, je rentre en France. Après un an et demi, et je me dis, je vais me lancer dans le véhicule autonome. Et je me dis, de toute façon, j'étais hyper tôt dans le véhicule électrique, je serai hyper tôt dans la voiture autonome, c'est pas grave. De toute façon, je suis jeune, j'ai le temps. Et là, je me dis, ça va être aussi l'opportunité, pas de repartir à zéro, mais de mettre en application toutes les leçons que j'ai apprises dans ma première aventure, et de refaire une boîte, mais là avec beaucoup plus d'expérience et de solidité. Et parce qu'en fait, quand tu fais des erreurs dans une boîte, même si... C'est un apprentissage. C'est un apprentissage, mais surtout être suivi un peu. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que tu ne pourras pas effacer, tu vois.
Et du coup, je me suis dit, bon, je vais remonter une boîte, je vais la faire dans la tech. Et même si je suis pas un tech, je vais trouver des gars en tech. Et moi, je vais handle la partie que je sais bien faire, c'est aller voir les gens, les convaincre, avoir une vision, etc. Et donc, à ce moment-là, tu pars à la recherche de chercheurs dans ce domaine-là, justement. Les meilleurs en France. C'est ça. Et tu rencontres quelqu'un. Et je rencontre quelqu'un, exactement. Donc, il faut quand même faire une étude de marché Bien sûr. Pour comprendre un peu quelles sont les dynamiques et potentiellement quels sont les endroits où tu peux avoir de l'impact dans cette technologie-là. Et une fois que c'est fait, nous, on est parti parler, je suis parti parler un peu à tout le monde et je parle à un fonds d'investissement qui s'appelle Elaya. Et ils me disent ça a l'air intéressant. Tu devrais parler à un gars, il s'appelle Arnaud de la Fortelle. C'est un chercheur. Il a un super parcours académique et il dirige un centre de robotique qui est spécialisé dans le véhicule autonome. Donc, ils me font l'intro et moi, je vais voir Arnaud. On va voir Arnaud et je lui dis bon, voilà, on a un projet. Ce serait bien que tu puisses regarder. Mais au-delà de regarder, si ça t'intéresse, nous, on est chaud aussi, quoi. Sauf qu'Arnaud, il a 50 ans, il a des enfants, il dirige un labo, tu vois, il a toute sa vie qui est déjà, on va dire, éclairée. Et nous, moi, j'arrive avec un projet, quoi. Donc, la première réaction qu'il a, c'est pourquoi je rejoindrais une aventure alors que je suis très bien là où je suis. Et c'est là où, en gros, il faut challenger un peu ça en lui disant, mais tu as fait Polytechnique, tu as fait une thèse au Pont, je pense que tu es l'un des meilleurs chercheurs dans le domaine du véhicule autonome. Et en fait, les mecs aux US qui ont ton parcours, ils montent des billion-dollar companies, ils dirigent pas des labos, quoi. T'es allé le titiller, quand même. Ouais. et en fait, c'est le meilleur moment que tu as aujourd'hui, après avoir fait 15 ans de direction d'un labo, de transitionner et de te donner la chance de faire ce saut dans l'entrepreneuriat et de faire une idée qui va, de faire un projet qui va changer la vie des gens. Parce que, un labo, c'est super, mais ça change la vie de personne. Hein. Ça continue de mettre en avant l'excellence française en termes de science, mais pour le quotidien des gens, ça n'a pas vraiment d'impact, quoi. Et je pense qu'à travers ça, mais aussi d'autres arguments, il s'est dit, voilà, plus tard, il me dira que en fait, tu m'as vraiment parlé d'une manière où en fait, je me suis dit, ce serait bête de rater l'opportunité. Et du coup, on part ensemble monter cette boîte. Voilà. Alors, dans un premier temps, le deal, c'est que lui ne rejoint pas à 100% le projet. C'est ça, parce que au final... Quand même prise de risque. C'est une prise de risque. Lui, c'est un chercheur, donc il fait ses probabilités mathématiques. Parce que d'ailleurs, il a fait une thèse sur les mathématiques appliquées, en mathématiques appliquées. Et il dit, voilà, il y a quand même des chances que ça ne marche pas. Donc, comment je peux aussi sécuriser mes arrières? Et il dit, dans un premier temps, je prends des parts dans la société, je m'implique dans le projet, je supervise un peu quelle est la roadmap techno et l'architecture. Et le jour où la boîte est prête à accueillir un profil comme moi full-time, je viens, quoi. Donc moi, il ne nous en fallait pas plus pour se dire, on y va. À un moment donné, on arrivera à le faire céder, quoi. Et du coup, il y a eu... ça, c'était en 2019. Et ce qui s'est passé en 2020, c'est le Covid. Ouais. Comment ça se passe, du coup? Et le Covid, nous, on bosse avec lui, on prend des développeurs en freelance, on essaie de faire un premier prototype d'une solution qui va essayer de trouver des données pertinentes pour derrière faire de l'apprentissage d'intelligence artificielle. Et en mars 2020, le 17 mars 2020, il y a le confinement. Personne s'y attend. Et du coup, déjà pendant les 3 mois de confinement jusqu'au mois de mai, là, le 11 mai, il ne se passe rien. Mais surtout, après l'été,
les Français, ils avaient juste envie de kiffer leur vie, quoi. Donc personne... en fait, tous les projets étaient gelés. Si tu avais des rendez-vous business, les mecs ils te disaient, mais on va voir en septembre. Ouais, c'était 6 mois d'arrêt, quoi. Donc, en fait, nous, pendant 6 mois, il ne s'est rien passé. Mais vraiment, rien du tout, quoi. Rien du tout. T'es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Et là, je me dis, bon, c'est compliqué parce qu'en fait, là, on a monté la boîte depuis 1 an. On s'est pris 6 mois dans les dents. On n'avait pas d'investisseurs. On était vraiment sur nos fonds perso, sur notre volonté, quoi. Et en fait, quand tu traînes un peu trop, déjà de 1, les gens que tu as réussi à ramener dans le projet, ils sont moins motivés. Et surtout, tu risques juste de passer à côté de ton opportunité, quoi. Et ce qui se passe, c'est que on a un ami qui travaille dans l'immobilier, qui connaît un gars qui a revendu sa boîte et qui a lancé un espèce d'incubateur de start-up qui s'appelle Tomcat Factory. Donc le mec s'appelle Patrice Thierry. Il a revendu sa boîte 300 millions. Donc une boîte qui faisait une solution logicielle pour les CE d'entreprise. Donc le truc que tu te dis... Ultra niché. Mais ultra niché, mais ultra utile. Ouais. En fait, c'est une obligation à partir d'une certaine taille d'entreprise d'avoir un CE. Et en fait, lui, il s'est dit, je vais juste leur fournir un logiciel parce que personne ne pense à eux. Donc lui, il a fait cette boîte-là, il a revendu à Edenred et il s'est dit, moi j'ai envie de redonner à la communauté entrepreneuriale. Donc je vais créer un incubateur et je vais investir dans des boîtes et je vais essayer de les développer. Et du coup, cet ami qui connaît quelqu'un nous dit, je vais lui parler de vous. Et le mec, il dit, OK. On se rencontre dans un café, là, dans le 16e. Et il dit, franchement, je comprends rien ce que vous faites, mais vous avez l'air d'avoir les crocs. Et moi, j'aime bien les mecs qui ont les crocs. Donc, je vous tiens au courant, mais j'aime bien. Et du coup, après, il nous dit, les gars, moi, je vous accompagne. Et du coup, on rentre dans son incubateur. Et voilà, quoi. Donc, et c'est là où, en fait, ça nous a redonné un autre souffle parce que rentrer dans l'incubateur, c'était aussi d'avoir des mentors, d'un suivi, etc. Et ça nous a permis, on va dire, de garder la tête en dehors de l'eau. Et au bout de 3-4 mois, quand on restructure un peu bien le projet, on arrive à avoir des premiers investisseurs. Et là, là ça décolle. Ok. toi, à chaque fois, ce que je ressens, c'est que ta force, c'est ta capacité à convaincre, en fait. C'est ça. C'est vraiment ton associé, ensuite cette personne-là. Ouais. Et à chaque fois, tu arrives à convaincre les gens que tu croises, en fait. Ça, c'est super important, tu vois. C'est super important, mais je pense que convaincre, c'est pas un talent. Je pense que ça se travaille. Je suis bien d'accord. Je pense que ça se travaille. Et moi, en fait, ce qui m'aide beaucoup, c'est que j'essaye de jouer sur ce qui est ma force. En fait, si tu essayes de vendre quelque chose à quelqu'un dont tu n'es pas du tout associé ou que tu trouves pas que c'est important pour toi, déjà, tu pars avec une moins bonne chance de le convaincre. Et après, c'est vraiment de donner, quoi. Moi, quand je rencontre quelqu'un, je donne, je parle, je explique, je parle je vais au fond des choses et je dis pourquoi en fait c'est important pour moi. Et j'ai pas peur de dire que voilà, moi je viens d'un milieu défavorisé et j'ai vraiment la dalle de faire en sorte de changer la trajectoire que la vie m'a potentiellement proposé, quoi. Et surtout aussi de leur dire, si on fait un bout de chemin ensemble, moi aussi je peux être une plus-value pour toi. Dire que lui, il a fondu sa boîte, maintenant il a envie d'avoir des gars qui vont reproduire ça, et lui, il va être là en tant qu'investisseur. Donc quand tu investis, t'as pas, on va dire, d'impact tout de suite sur l'opérationnel parce que t'es pas dans la boîte. Donc tu veux des mecs qui sont capables d'avoir de l'impact. Et je lui dis, si tu dois choisir des mecs, je pense que tu dois choisir des mecs comme moi. Parce que des mecs comme moi, ils vont pas te laisser tomber. Et là, en fait, le mec, tu lui parles comme ça, il dit, vas-y, on y va, quoi. Tu vois. Et le cas avec les autres investisseurs, nous, tous les mecs qui ont investi dans la boîte, ils l'ont fait vraiment parce qu'ils nous kiffent, quoi. C'est-à-dire que il y en a qui viennent de différents milieux. On a des gens qui sont en finance, des mecs qui sont retraités, qui étaient dirigeants de grandes sociétés. C'est une question de fit. Voilà. Et en fait, tous les mecs qui nous ont rencontrés, ils nous ont dit, mais on adore votre mindset. Et en fait, j'investis autant parce que je crois en votre projet qu'en fait, au fait que vous êtes en fait, soit quand j'étais jeune, vous étiez comme moi, soit quand j'étais jeune, j'aurais aimé être comme vous, en fait. Tu vois, et
Et en fait, c'est ça qui nous a permis d'avancer, parce que nous, on avait cette force, et eux, ils avaient ce qui pouvait nous aider. Et au final, on a réussi à construire. Ok. Et sur la suite de l'aventure, du coup, donc déjà, ce qui est assez ouf, c'est que 2020, c'est hier, quoi. Genre, tout s'est fait très rapidement, tu vois, en 2 ans. C'est ça. Même si je pense que sur le moment, ça a dû te paraître long, tu vois, potentiellement. Ouais, mais c'était trop long. C'était horrible. Et en fait, l'année qui est passée très, très vite, c'est 2021. 2021, donc 2020, fin d'année, on redresse la barque. Et 2021, on accélère parce qu'on recrute tout le monde. C'est-à-dire qu'on passe on est 3 cofondateurs à on a recruté 10 salariés. Et on le fait en recrutant des mecs qui, je pense, sont en phase avec les valeurs que nous, on veut implémenter dans l'entreprise, mais surtout en phase avec les compétences qu'on recherche. Donc on arrive à attirer un mec qui a fait 15 ans dans une grosse boîte corpo, et qui a vécu aux 4 coins du monde. On a réussi à convaincre une personne qui a monté sa boîte et qui était directeur technique de sa boîte à rejoindre la société après qu'il ait vendu. Enfin bref, on a vraiment réussi à recruter des super talents. Et aussi, là, on accumule aussi les succès. On a Techstars, l'accélérateur. Vous remportez pas mal de prix, pas mal de distinctions. Ouais. Et du coup, ça vous booste aussi, j'imagine. Ça nous booste. Techstars qui est à Tel Aviv. À Tel Aviv. Il y a le Google qui lance une initiative qui s'appelle le Black Founders Fund, qui est investir dans des sociétés à fort potentiel où il y a un fondateur qui est noir ou issu de la diversité. Et en fait, ça, c'est aussi lié à ce qui s'est passé en 2020, parce qu'en 2020, pendant le confinement, il y a eu une tragédie. C'est la mort de George Floyd. Exactement. Et en fait, ce meurtre, parce que maintenant, ça a été reconnu comme tel, ce meurtre en plein jour, devant plein de gens, ça a vraiment montré qu'il y avait un vrai problème de société entre différentes différentes personnes. Ça a créé Black Lives Matter. Ça a créé Black Lives Matter, et en fait, ça a mis l'emphase sur plein de disparités qu'il y a entre les personnes racisées et les autres. Et quand on regardait dans le milieu de l'investissement, il n'y a que 0,05% de tous les investissements en start-up qui sont allés dans des boîtes qui étaient dirigées par des fondateurs noirs. Alors que il n'y a pas 0,05% d'entrepreneurs noirs qui veulent faire des projets. Donc, il y avait une vraie disparité. Et qui mieux que Google, qui est une entreprise qui essaie d'être leader dans le monde sur plein d'aspects, que de dire, s'il y a bien des mecs en fait, qui doivent, en tout cas, faire quelque chose, c'est nous. Et ils ont lancé cette initiative. Moi, j'ai postulé. Il y avait 800 applications, donc des boîtes dirigées par des Noirs, il y en a beaucoup. Et on a été sélectionné justement pour recevoir l'équivalent de $300,000 de fonds pour... Une boîte sélectionnée sur 800 ? Non, du coup, on a été une trentaine de boîtes. Okay. 30 boîtes a été sélectionnées sur les 800. Ouais. Trop cool. Donc partout en Europe, à Londres, à Berlin, aux Pays-Bas, en France... Et voilà, c'était aussi une manière de dire, regardez, des boîtes, il y en a, donc vous pouvez investir dedans. Et derrière, on a eu tout le soutien de Google. Et ça nous a, Techstars plus Google, ça nous a donné envie de retourner aux US. Donc, j'ai repris mon sac, retourné aux US. Et c'est pareil, même si c'était différent, parce que on était un peu dans une période un peu post-Covid, mais... On savait pas trop, quoi. Voilà. On a renoué un peu avec la Silicon Valley et tout ça. Et nous, ça nous a vraiment permis d'aller voir des potentiels clients et de les convertir. Ça nous a permis de rencontrer des investisseurs, etc. etc. Donc, c'était top. Et du coup, on est revenu fin 2021, resté 3 mois aux US. Et voilà. Et après, il y a eu 2022. Et 2022, ça a été un peu l'année de consolidation du produit, signer plus de clients et s'imposer aujourd'hui comme une boîte prometteuse dans
une nouvelle trend que nous, on appelle la smart data, qui est de vraiment se focaliser sur des données pertinentes. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la logique, c'est de se dire, comme on a tout, c'est-à-dire on va tout enregistrer, on a forcément quelque chose de bien dedans. Sauf que dans les faits, quand on retrouve ce dont on a besoin, on se rend compte que 90, voire 99% de la donnée qu'on a collectée pour écouter ces 1%, ils nous servent à rien. Donc on peut se dire, on verra dans 1 an, dans 2 ans, mais en fait, ça fait 20 ans qu'on collecte 100% de la donnée et qu'on n'en utilise qu'1%. À un moment donné, il faut se poser la question que déjà en termes économiques, est-ce que ça vaut le coup ? En termes de process, est-ce que ça vaut le coup ? Et en termes d'écologie. En fait, aujourd'hui, il y a des milliards de données qui sont stockées et qui ne vont plus jamais être utilisées. Et ça fait tourner des data centers dans le monde entier qui sont enfouis dans les océans, qui fonctionnent H24, alors que en fait, ce qu'elles contiennent n'a pas vraiment de raison d'être, quoi. Donc nous, on a envie de donner une raison d'être à la data et de dire qu'au lieu qu'elle soit big, il faut qu'elle soit smart. Ouais. Et du coup, on a créé ce concept-là de dire, au lieu de partir d'un entonnoir, c'est-à-dire de dire on a plein de données, on va arriver à la donnée qu'on veut, on va faire une espèce de pyramide, on va dire on a plein de besoins, comment on peut arriver à la donnée qu'on a vraiment besoin. Et là, du coup, le plus important, c'est ce dont tu as besoin, c'est ce qu'il te faut, versus qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toute cette donnée. Si je dois reprendre une phrase de Booba. Exactement. On le citera dans l'épisode. Aujourd'hui, de manière très concrète, est-ce que tu veux me parler un peu du produit, justement ? Ouais. Alors, le produit, il est assez technique quand même. Ouais. C'est pas, en le simplifiant. Ouais, c'est assez technique. Tu peux pas forcément le décrire de manière hyper générale. Mais il est en 2 parties. Il y a une partie qu'on appelle une partie SDK. Donc SDK, c'est l'acronyme de Software Development Kit. Et il y a une partie qui est Web Platform, donc c'est vraiment une partie cloud. Donc la partie SDK, c'est un ensemble d'exécutables. Donc un exécutable, c'est quelque chose que tu vas pouvoir lancer, et des librairies qui vont permettre en fait aux ingénieurs d'implémenter ça dans l'environnement où ils créent de la data. Ça peut être dans le cloud, ça peut être dans l'embarqué. Donc l'embarqué, ça peut être des voitures, des drones, des robots, des appareils. Et justement, une fois qu'ils ont implémenté notre solution, depuis la plateforme web, ils peuvent faire des requêtes et dire « j'ai besoin de cette donnée-là ». Et en gros, on enregistre et on envoie dans le cloud que la donnée dont on a besoin. Donc, c'est vraiment une architecture vertueuse parce que ça permet justement de garder un process hyper straightforward, c'est-à-dire direct sur j'ai besoin de cette donnée, je peux la récupérer. Et derrière, j'ai plein d'applications que je peux faire avec, de l'apprentissage, d'intelligence artificielle, de la visualisation, de l'annotation de données. Enfin bref, tu peux faire plein de choses. Mais en tout cas, notre produit, il se décompose comme ça. Et nous, on le vend aujourd'hui comme une licence. Donc, on le vend mensuellement sur des contrats annuels. Donc, on a mensualisé la facturation, mais c'est des contrats d'au moins 1 an où en fait, le client, il s'engage à utiliser la solution. Donc, après, voilà, c'est un peu le modèle économique qu'on a. Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur X et du coup me donner un peu les objectifs futurs ? Alors, aujourd'hui, en termes de chiffres, on est une 20aine d'employés. Ouais. L'objectif, c'est de doubler l'équipe, parce que chaque année, on a doublé. En 2021, on était 10. Il y avait 10 salariés. En 2022, on est 20. En 2023, on aimerait être 40. Ça permettra d'avoir plus de force vive pour faire évoluer le produit, lui permettre en fait d'être plus accessible à une plus large population. Et pour ça, si on a envie de faire ça, il faut d'un côté des investisseurs qui vont continuer à nous soutenir. Donc là, jusqu'à là, on a levé à peu près 3 millions d'euros. Le but, c'est de continuer dans cette dynamique-là et essayer de finaliser un gros tour qu'on est en train de
préparer et de faire là dans les prochains mois. En termes de business, aujourd'hui, on a un peu moins d'une dizaine de clients. On fait du revenu mensuel qui oscille, tu vois, entre 15 et 25 000 euros par mois. Donc aujourd'hui, on va dire c'est peu pour une start-up. Mais quand on voit la solution technique, c'est déjà une prouesse de partir de zéro, d'écrire des lignes de code et d'avoir des gens qui les achètent. Parce que nous, tout ce qu'on a fait, c'est des choses qu'on a développées en interne et on n'a pas à récupérer une partie du code là ou là, etc. Et le but, justement, c'est maintenant qu'on connaît un peu notre marché et qu'on connaît un peu les services qu'on peut faire, qu'on puisse passer dans un mode de croissance vraiment exponentiel. En fait, on va onboarder une centaine de clients dans les 2 prochaines années et potentiellement dans les années qui suivent avoir des milliers de clients qui vont justement être sur cette approche de smart data dans différentes verticales, quoi. On peut passer à la partie bilan de cette aventure avec 2 questions. La première, c'est qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi? Le plus difficile, c'est de rester, on va dire, soi-même. Je pense que moi, ça a été quelque chose qui était important pour moi, de rester toujours fidèle à mes valeurs, fidèle à qui je suis. Parce que, comme je le disais au début de l'enregistrement, je viens d'un milieu très modeste, très prolétaire, très populaire. Et aujourd'hui, en fait, à travers ce que je fais, je me retrouve en fait dans des milieux qui sont à complète opposé de là où j'ai grandi. Donc, en fait, est-ce que cette transition-là, elle va te prendre un peu de qui tu as toujours été, de ce qui a fait ta personne quand tu grandissais. Et je pense que c'était ça un peu le challenge, de se dire ne te perds pas en fait dans ces nouveaux environnements, ces nouvelles personnes qui pourraient peut-être te dire que si tu étais un peu comme ci, si tu étais un peu comme ça pourrait être mieux. Donc voilà, donc le plus dur pour moi, c'était ça. Après, les choses qui sont, on va dire, difficiles pour l'entrepreneur, comme l'abnégation, la détermination et ça, on en a parlé tout à l'heure. Ça, je ne dis pas que c'était acquis, mais j'ai fait du sport de haut niveau, donc j'étais... j'avais les bases. Je ne suis pas le mec qui va, dès que je vais rencontrer un obstacle, je vais me prendre la tête à me dire est-ce que je vais y arriver ou pas. En fait, c'est là où ton esprit un peu de compétiteur, de challenger s'active et j'avais pas ces problématiques-là, en tout cas. La deuxième question, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui, tu vois? Le plus fier, c'est tout simplement d'être un entrepreneur. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que moi, j'ai des parents ouvriers. J'ai aucun entrepreneur, on va dire, dans ma famille. Donc aujourd'hui, le fait de pouvoir monter une boîte, de pouvoir avoir des salariés, un produit qui se vend aux États-Unis, en Corée du Sud, en Europe, etc., pour moi, c'est très très bien. Alors, ça ne veut pas dire que je me limite et que je me satisfais de ça, au contraire. Mais en fait, je pense que même quand on est très très ambitieux et qu'on a envie d'envoyer des fusées dans l'espace, en fait, il faut avoir aussi une certaine humilité et de se dire, bon, j'ai quand même déjà fait un petit peu de chemin, il faut que je sois aussi capable de le valoriser. Et moi, c'est un peu ça, c'est garder cette balance entre, en fait, reste fidèle à toi-même, sois content du chemin que tu as parcouru et reste ambitieux aussi et essaye de toujours décrocher la lune, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis content si je compare mon aventure précédente à celle-là, il n'y a rien à voir. Donc je me dis, je suis sur le bon chemin et toutes les personnes, en tout cas, qui écoutent ce podcast et qui sont potentiellement dans ces problématiques d'avancer soit dans les études, soit dans son travail, soit vouloir dans l'entrepreneuriat. Moi, je leur dis tous, en fait, la première chose que tu dois dire, c'est que tu dois mettre un pied devant l'autre. C'est la base, en fait, pour suivre un chemin, quoi. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux, mais il faut juste que tu mettes un pied devant l'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de faire des grands écarts, il ne faut pas essayer de sauter. Il
faut juste mettre un pied dans l'autre. Et en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu as fait du chemin et c'est bien aussi de se poser et de se dire j'ai fait du chemin. T'as pas parlé de la fierté des parents aussi? Bah si, effectivement. Le fait de rendre fiers ses parents, c'est cool. Si, je suis content d'avoir rendu mes parents fiers. Je l'ai pas forcément mentionné parce que moi, je suis pas encore là où j'aimerais. Oui, t'es encore au début. Ouais. Je me dis que ils sont fiers. Ils sont fiers, mais j'aimerais les rendre encore plus fiers en allant beaucoup plus loin et en essayant peut-être d'accomplir mon potentiel, quoi. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin. Et du coup, même s'ils me disent on est fiers de toi et tout, je leur dis non mais attendez, il y a encore du taf, c'est cool. on va continuer. Ok. Et ben écoute, on va pouvoir passer à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions rapides. À chaque fois, tu as le temps d'y répondre, le temps de réfléchir. Le premier, c'est est-ce que tu as un livre à me conseiller? Alors, un livre à te conseiller. Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup aidé, c'est Le Guerrier des Lumières ou La Guerrier de la Lumière ou un truc comme ça. C'est ça, Guerrier de la Lumière. Les Guerriers de la Lumière. C'est ce qui est bien en fait, c'est que ça fait appel un peu à toutes les problématiques que toi tu peux te poser intérieurement sur est-ce que tu peux le faire, est-ce que tu peux pas le faire, pourquoi, etc. Et en fait, ça te montre que il y a des choses en fait où en fait il faut juste, on va dire, comme ils disent les Américains, trust the process, c'est-à-dire c'est important, faire confiance en fait au processus, c'est-à-dire que tu envoies énormément d'énergie dans l'univers à travers tes actions, à travers qui tu es, et en fait il faut juste faire confiance à cette constellation et de faire en sorte que ça va faire en sorte que tu avances. Donc Le Guerrier de la Lumière, je te conseillerais ça. Très cool, je note. Ouais. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller? Alors, je vais faire simple. Dernière série que j'ai regardée, The Playlist. Donc la série sur l'histoire de Spotify. Hyper intéressante parce qu'en fait, le format est différent de ce que j'ai pu voir avant. Parce qu'en fait, c'est 6 épisodes qui sont centrés sur 6 personnes clés et qui, en fait, racontent l'histoire en fonction de son point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, tu regardes un épisode et à la fin, le mec, il te dit « Ah, mais en fait, tu penses que ça s'est passé comme ça ? Ah non, mais en fait, ça s'est pas passé comme ça. Moi, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Okay. » Et en fait, chaque personne, l'une après l'autre, raconte comment lui, il a vécu un peu le parcours et le succès de Spotify, quoi. Et c'est hyper intéressant et c'est aussi révélateur de ce que c'est, en fait, quand tu montes un projet, c'est qu'en fait, tout le monde voit la situation de son prisme à lui. Maintenant, est-ce que tu arrives à faire en sorte que tout le monde voit la vision et là où on veut aller? Mais quand tu regardes le truc, c'est hyper intéressant. Donc, The Playlist. Trop cool, je note. Je l'avais mis dans ma to-do, mais je ne l'avais pas encore regardé. Donc là, tu vois, tu me donnes envie. Si tu n'avais pas été entrepreneur, qu'est-ce que tu aurais fait? Si j'avais pas été entrepreneur, je pense que j'aurais été dans la finance. Toujours dans le business, quoi. Voilà, je pense que j'aurais été dans la finance. Par contre, je peux te dire ce que je serais si je suis plus entrepreneur. Je pense que j'aimerais m'investir dans une démarche un peu politique, mais pas politique en mode la lutte des classes. Enfin, tu vois, il y a des gens qui font déjà ça et voilà. Mais c'est de dire il faut porter des nouveaux visages. Un peu le Yes Weekend de Barack Obama. Quoi. En gros, Barack Obama, c'est pas un communiste, c'est pas un truc. Pourtant, il est noir et on pourrait dire qu'il est dans certaines idées entre guillemets d'une certaine partie de la classe politique. Mais en fait, lui, je pense qu'il est vraiment arrivé avec un message d'espoir, comme quoi, en gros, on peut faire évoluer le monde, quoi. Exactement. Donc, ça, pour moi, il n'y a pas de sensibilité politique par rapport à ça. Et moi, je ne m'identifie pas à une sensibilité politique, même si, de par d'où je viens, je pense qu'on pourrait, à travers ce que je peux défendre, dire que je suis plus proche d'un ou de l'autre. Mais
Mais ce que je veux, c'est délivrer un message en disant, bon voilà. Mais comme je suis qu'au tout début de mon aventure, t'as encore le temps pour la politique. J'ai encore le temps pour ça et le temps de visualiser quel va être le fondement de ma pensée, quoi. Et après, à côté de ça, j'aimerais bien aussi enseigner. J'aimerais bien enseigner parce que à travers ces 10 ans d'entrepreneuriat, j'ai rencontré beaucoup de jeunes et je trouve que ce serait bien qu'il y ait des gens c'est bien qu'il y ait des gens qui ont des parcours entrepreneuriaux qui vont dans des écoles et qui partagent parce que c'est pas juste une aventure professionnelle, c'est une aventure humaine et ça peut permettre en tout cas à certaines personnes de se libérer de certains poids qu'on met sur les étudiants. Ouais, je suis bien d'accord. Et si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière, ce serait laquelle? Bonne question, très bonne question. Si je devais racheter une boîte sans limite financière, je pense que ça serait... LVMH. Non. Je pense que ça serait Nike. Pas parce que c'est une boîte qui fait des produits de sport, mais c'est une boîte qui a une ADN hyper forte dans le dépassement de soi. Qui représente bien plus que le sport, quoi. C'est exactement. Et je pense qu'ils ont des valeurs qui pourraient être applicables à plein de choses. D'ailleurs, là, ils prennent un virage hyper technologique sur comment ils font du textile technique, comment ils font des chaussures qui ont des technologies de plus en plus embarquées, comment ils font des objets connectés. Et je pense qu'en fait, de la même manière qu'il y a certaines boîtes en fait, qui ont commencé dans un secteur et qui offrent plein de services, je pense que Nike, c'est une boîte qui pourrait faire plus que des vêtements. Tu vois ? Ouais, je suis bien d'accord. Moi, je pense que Nike pourrait faire des meubles, par exemple. Ouais, c'est clair. Nike pourrait faire plein de choses, en fait. Mais il suffit juste que tu fasses évoluer la vision de la boîte d'un cran en se sortir disant, du spectre uniquement voilà, sport, tu vois. et dire voilà, tu vois, moi ça me surprendrait pas que demain Ikea fasse des vêtements, tu vois. Aujourd'hui, Ikea c'est un style de vie, on est hyper attaché aux meubles Ikea, mais si demain Ikea fait une marque de vêtements, je pense qu'il pourrait, enfin tu vois, donc en fait tu peux le faire dans un sens, tu peux le faire dans l'autre, tu vois, c'est pas. Ok. Voilà. Il reste 3 questions avant de conclure cet échange. Ouais. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée? Yes. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que quand on parle aux entrepreneurs, on leur demande pas réellement quels sont leurs comment ils vivent les choses d'un point de vue émotionnel. Par exemple, tu m'as pas poussé dans mes retranchements en me disant est-ce qu'il y a des choses qui t'ont heurté et qui t'ont forcément déstabilisé émotionnellement jusqu'au point d'être en pleurs ou d'être en détresse ou Et je pense que c'est une fâche cachée de l'entrepreneuriat dont on ne parle pas beaucoup. Être entrepreneur, c'est aussi être beaucoup de solitude. Il y a beaucoup de mecs qui font des burn-out. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des tourments émotionnels très très forts et du coup qui ont des relations difficiles avec leurs proches, leurs amis. Enfin, c'est vraiment difficile et que c'est une partie de l'entrepreneuriat dont on ne parle pas et qui potentiellement gagnerait un peu à être démystifiée pour qu'en fait il y ait certaines personnes soit qui vivent ça, se sentent on va dire concernées et aussi que les gens se disent que bon, c'est pas juste glamour, quoi. C'est pas tu cours et après il y a des confettis qui tombent, quoi. Il y a aussi les éraflures, les égratignures, les coupures. Enfin bref, voilà. Ouais, non, c'est hyper important et tu vois la santé mentale des entrepreneurs, c'est quelque chose qui est encore un peu tabou, tu vois, qui se démocratise de plus en plus. Parce que c'est rattaché en fait à un sentiment de faiblesse. Bien sûr. Ouais, alors que c'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que ça va dépendre des épisodes. Il y a certains entrepreneurs qui vont se livrer plus facilement, tu vois. On a eu une entrepreneur qui nous a raconté son burn-out, tu vois, où le jour où elle arrivait, enfin c'est même pas qu'elle arrivait, c'est qu'elle ne pouvait plus se lever de son lit, tu vois, pendant plusieurs semaines.
Et c'était hyper fort, tu vois. Mais c'est vrai que ouais, ça va dépendre des épisodes. Ouais, c'est clair. Après, ça dépend aussi de l'énergie que tu dégages. Moi, je dégage pas forcément une énergie où tu te dis elle est mal dans sa peau, tu vois. Mais ça arrive, tu vois. C'est pas parce que j'essaye de rester, on va dire, de rester fort que des fois, t'as pas des moments de faiblesse, des moments de vulnérabilité. Et voilà, et c'est dur d'en parler, mais il faut savoir le faire aussi. En fait. Ouais, non, c'est clair. C'est un bon rappel à avoir, je pense. C'est quoi les entrepreneurs que tu me conseilles pour de futurs épisodes? Entrepreneurs que je te conseille pour de futurs épisodes. Une bonne question, ça. Alors, je te conseille David et Michael de We The New. Donc, yes. Ouais, alors, ils ont monté une marketplace de revente de sneakers un peu exclusive, comme Goat, comme, ouais, je vois très bien. Comme StockX. Et c'est une super réussite française. C'est-à-dire que nous, quand on veut acheter des chaussures un peu rares, on va sur des plateformes anglo-saxonnes. Et là, il y a une plateforme française. Donc, c'est pas mal. Après, un niveau un peu au-dessus, je te conseille, je sais pas, Nicolas Julia, Sorar. Ouais. Pareil, peut-être que je peux te mettre en relation si t'as pas le contact direct. Mais en tout cas, je pense que c'est pareil. Il a fait émerger une licorne française dans un domaine qui est hyper nouveau. Et il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Et franchement, le faire en 3 ans, c'est exceptionnel. Donc, voilà les rencontres que je te recommanderais. Et si je peux t'aider parce que c'est des personnes dont j'ai le contact, si je peux t'aider à te mettre en relation avec eux, c'est avec grand plaisir. Carrément. Et du coup, la dernière question pour cet échange, c'est quoi pour toi un entrepreneur? Alors, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision du monde et qui essaye justement de faire adhérer un maximum de personnes à cette vision-là. Après, il y a les caractéristiques qui sont... faut pas lâcher, mais pour moi, l'entrepreneur, c'est pas juste... faut pas abandonner, faut tout donner. Un entrepreneur, c'est d'abord avoir une vision. C'est-à-dire, dans quel monde tu veux que les gens y vivent, en fait. Et comment tu peux apporter ta pierre à l'édifice par rapport à ce monde-là. Donc, tu peux dire, moi, je veux que les gens y vivent dans un monde hyper... libérés, où ils vont plus subir certaines choses. Et par rapport à ça, dans ce monde-là, moi, je veux apporter telle brique. Voilà. Donc, personne va créer un monde, mais tu peux justement avoir une vision du monde et justement dire, je vais apporter cette brique. Et en gros, comme beaucoup ont des visions, à un moment donné, elles se recoupent et chacun un peu apporte son service, apporte ses valeurs, et je pense que c'est ça, quoi. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision du monde et qui veut faire adhérer les gens à cette vision. Et ça peut se faire à travers plein de choses, des services simples comme des services plus compliqués. Je pense que c'est une bonne fin. Merci à toi, Bruno, pour cet échange, c'était très cool. Merci à toi, François. J'espère que toi qui nous regardes ou qui nous écoutes, ça t'a plu aussi. Moi, j'ai trouvé ça très très sympa de t'avoir dans le podcast. Et on te retrouve sur les réseaux sociaux, sur le site de X, on mettra tout ça en description. Et à bientôt sur Serial, peut-être dans quelques années, on se refera un épisode. Exactement, et on fera les comptes. Exactement. De ouf. Merci. Merci Bruno, ciao. Ciao.